Les salutations en Afrique subsaharienne ont une très grande importance. Quand on rencontre l'autre, on doit se présenter, il y a une forme de présentation. Quand je dis mon nom de jeune fille, on sait tout de suite, ipso facto, que je suis d'origine Peul, et j'ai un pied au Mali aussi. Donc j'ai tous ces pays-là, le Sénégal, le Mali et la France. Lorsque je me présente, c'est ça que je mets en avant. J'ai servi de bien en fait, comme si j'étais un tisserand, mais qui va renforcer le bien, puisque le tisserand va dans les deux sens. Déjà de parler ma langue, et avec un interprète, ça me faisait des souvenirs aussi, ça me faisait rappeler des souvenirs, ça me faisait bien, ça me faisait du bien aussi d'entendre ma langue, tu vois, ça me faisait beaucoup de choses. Avant, c'était pas trop souriant, c'était dans mon mode, tu vois, je parlais pas beaucoup, j'étais pas trop souriant, parce que, en fait, chez nous, quand vous parlez à des adultes, tu peux pas regarder devant tes yeux avec des adultes, il faut que tu baisses la tête et tout. C'est un respect, en fait. Puisque parfois, il y a des zones d'ombre comme ça. Ça fait penser à cette sentence africaine, cette maxime, qui dit que seul le vent a le pouvoir de chasser le ciel noir et d'empêcher la pluie. Ça encourage l'enfant, le jeune, ça le conforte en fait dans son avenir, ça le rend un petit peu plus confiant. Ouais, dans mon parcours, pour ça, aider dans le parcours, aussi à comprendre les éducateurs, ils sont là pour moi, ils sont pas là pour prendre la tête ou quelque chose. Franchement, quand j'entends français, l'impression que j'ai énervé aussi. C'est quoi ça parle? Non, ça comprend rien du tout. C'est que tout ce que l'école, franchement, la tête c'est des trucs de drôle. Je me laisse tomber de dire, voilà, je suis un peu pour mon tête. En tant qu'interprète, on ne peut pas commenter un propos. Alors que lors de la recherche, c'est que voilà, j'ai retrouvé une légitimité en fait que je suis médiateur. Les professionnels me donnaient l'autorisation à dire faites en sorte qu'ils puissent comprendre ce qu'on attend de lui. Alors que dans notre service, c'est pas comme ça que ça se passe. Juste traduisez ce qu'on a dit. J'étais un peu comme un professionnel considéré par l'éducateur et j'étais un peu considéré comme un compatriote, grand frère pour le mineur en fait. Donc j'avais deux statuts. Ça fait longtemps que tu m'as parlé aussi, parce que j'ai à l'école en préparé, et j'ai un bien parlé, tu peux pas faire. En fait, positif, négatif, tout s'est exprimé des pleurer. Donc, je parlais par là, oui, il a fait traduire. Et là, il avait réussi à trouver ce lien avec moi en disant je vais pouvoir m'exprimer de ces difficultés qui étaient un poids qui était extrêmement lourd à porter, mais ici, la souffrance que j'ai actuelle, mes parents ne le savent pas. Et il a réussi à faire cet échange avec moi, donc ça m'a soulagé en fait, d'avoir libéré ces paroles qui leur comprenaient, c'était très dur, ils ne dormaient pas là-dedans. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est seulement l'enfant de sa maman. Mais une fois qu'il vient au monde, il est l'enfant de tout le monde. Le même là, il s'arrête, donc je le traduirai comme ça en sonique. Une fois qu'il est là, tout le monde se doit d'être un tuteur, comme le tuteur qu'on met dans une plante, essayer de le guider, qu'il aille vers son chemin. Je m'appelle Serge Bouzna,
directeur du Centre Babel, à s'installer pour la modération de la table ronde qui va porter sur la médiation interculturelle. Et Véronique Naum-Grapp, que je te laisserai présenter Serge pour son éclairage. Merci Ramette. Alors peut-être quand même un petit mot pour remercier Sophie Mallet qui est là, pas loin, pour tout le travail qu'elle a accompli, parce que tous les films que vous voyez, c'est en grande partie son travail. Ces films, mais pas seulement que cela, vraiment elle a été à l'origine de tout ce travail, donc je voudrais lui rendre hommage, lui dire vraiment merci beaucoup, merci du fond du cœur pour tout le travail qu'elle a accompli. Alors c'est vrai que cette recherche, la recherche NAMI, a mis en lumière un nouvel acteur professionnel, le médiateur transculturel. Alors c'est intéressant parce que certaines fois on l'appelle interprète-médiateur, et puis d'autres fois on l'appelle médiateur-interprète. Alors c'est un nouveau personnage dont la caractéristique principale est d'appartenir au même monde culturel que le jeune, pris en charge, et de maîtriser la ou les langues maternelles de ce monde, mais cela nous conduit à nous poser un certain nombre de questions. Avant de poser ces questions au groupe qui va venir nous rejoindre dans pas longtemps, c'est intéressant de noter que ce recours à la médiation transculturelle, tu sais Véronique, est en fait relativement modeste en France, alors qu'il est particulièrement développé dans d'autres pays européens voisins, la Belgique, la Suisse, c'est pas très loin quand même, ce sont des pays qui sont somme toute assez comparables à la France et qui ont développé cet outil. En France, ça reste extrêmement peu utilisé. Et on peut se poser la question parce que dans ce contexte mondial de migration généralisée, associé à la complexité croissante des organisations professionnelles, dénoncées par certains philosophes que tu connais bien, je crois, comme Edgar Morin, ont véritablement montré que ce besoin de médiation, il est véritablement celui des sociétés occidentales et qu'on a besoin de médiation. En corollaire, on constate aujourd'hui que si ce thème de la médiation a donné lieu à de nombreuses recherches dans des champs très différents que la clinique, notamment sur la pédagogie, la sociologie, les sciences de l'éducation, en psychologie clinique, il existe très peu de choses dans ce domaine. Alors pourquoi ? Peut-être parce que c'est un outil relativement récent dans le champ social, puisqu'en fait les premières actions de médiation ne remontent somme toute qu'à une trentaine d'années. 30 ans c'est pas mal, mais peut-être que c'est trop jeune pour une recherche dans ce type-là. À cause aussi de la diversité des pratiques, parce que derrière le concept, derrière le mot médiation, il y a plein de choses, plein de pratiques, et que peut-être c'est un peu difficile de conceptualiser quand il y a des pratiques aussi différentes qui s'exercent dans ce domaine-là. Ensuite, le fait aussi que en dehors du courant transculturel et de l'approche systémique, les recherches en psychologie se sont beaucoup, la plupart du temps, centrées sur des dispositifs basés sur la relation duel. Il est très difficile dans ce type de recherche de penser l'introduction du tiers. Enfin, pour terminer, notre rapport spécifique en France, on l'a évoqué ce matin, aux questions de l'identité culturelle et de la laïcité, et les freins idéologiques qui en découlent, n'ont pas forcément aidé et encouragé la recherche dans ce domaine. Il y a pourtant un réel besoin de conceptualisation de cet outil, parce qu'on pourrait le considérer, cet outil, non pas seulement comme un outil pour résoudre des conflits, mais véritablement un outil pour créer et gérer du lien social. Maintenant, si nous mettons la focale sur la recherche NAMI, puisque c'est ça dont il est question, cette recherche, il y a plusieurs questions qui se posent en fait. La première, elle concerne directement les promoteurs de la recherche, tous spécialistes en clinique transculturelle. Ceux-ci se sont appuyés pour faire leur recherche sur des interprètes d'interservices migrants, que je salue ici, si le directeur est là, je le salue. Certains d'entre eux étaient formés à la pratique de la médiation transculturelle, d'autres pas. Comment les promoteurs de la recherche NAMI ont-ils construit leur dispositif pour permettre que cet interprète endosse les habits d'un médiateur transculturel? Si la médiation transculturelle a pour objet premier de réactiver du lien, comment cela se concrétise-t-il dans la situation spécifique des mineurs isolés non accompagnés, notamment dans le fait de relier le jeune à sa famille ou à sa communauté d'origine? Comment le référent éducatif du jeune a-t-il modifié les modalités de son accompagnement au travers de l'apport du médiateur transculturel? Chacun a pu constater que dans le cadre de cette recherche, que le médiateur transculturel, de par son identité, par sa maîtrise de la langue maternelle, sa connaissance intime du monde dont provient le jeune, a pu représenter, au moins transitoirement, une figure d'identification possible pour ce jeune.
Ce processus a-t-il facilité la construction de l'alliance entre le jeune et son référent, socle évidemment incontournable du travail éducatif? Mais si c'est vraiment le cas, peut-on alors imaginer, au-delà même de la recherche, un accompagnement éducatif où ce nouveau personnage de médiateur transculturel trouverait toute sa place aux côtés du jeune concerné et de l'éducateur référent? Ça fait pas mal de questions que je souhaite poser à mes collègues, et pour y répondre, nous allons, Véronique Naum-Grapp et moi, nous appuyer sur plusieurs intervenants. Tout d'abord, évidemment, les acteurs de cette recherche. Donc, je vais appeler Flora Hollande, psychologue clinicienne, Ramet Raja, qui s'est déjà présenté et qui va venir nous rejoindre, Fatia Allah, interprète d'Interservice Migrants, qui va venir également nous rejoindre, Solange Tanga, éducatrice, qui à l'époque de la recherche était éducatrice au sein du SEMNA, dont on a parlé tout à l'heure. Et on va également élargir cette discussion avec le regard de Mamadouba, interprète d'Interservice Migrants formé à la médiation transculturelle dans le cadre d'un diplôme universitaire qui a été mis en place à Paris-Descartes et qui va nous apporter sa grande expérience de la pratique. Enfin, Stéphanie Larchanché. Elle est passée où, Stéphanie? Stéphanie, viens nous rejoindre, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un siège pour un Stéphanie quand même? On pourrait voir un siège pour Stéphanie, l'accueil de Stéphanie. Donc Stéphanie Larchanché, qui elle va nous éclairer en tant qu'anthropologue spécialisée sur ces questions, sur la place de cet outil en France et dans d'autres pays, mais également en sa qualité de présidente d'Interservice Migrants, son regard sur l'évolution des pratiques au sein de son association, une association véritablement incontournable lorsqu'on évoque l'interprétariat en France. Véronique, on peut y aller. Donc, on va passer la parole tout de suite à nos intervenants. Juste pour vous dire, là, en vous entendant, j'ai l'impression que de même que l'enfant qui naît, qui est l'enfant du monde dès qu'il est né, et qui a une famille, je dis même pas biologique, mais c'est une famille, voilà, il n'est pas migrant, il n'est pas parti, il a un oncle, une tante, des frères, des sœurs, un grand frère, des cousins, des cousines. Et là, vous, l'enfant dont le corps est blessé par les cassures des liens et des trajectoires, vous arrivez avec médiateur transculturel, accompagnateur, interprète, éducateur, éducatrice, référent, etc. Et vous avec ces mots un peu barbares, mais vous lui créez tout à coup autour du corps du jeune ou de l'enfant ou du moins jeune, vous lui créez tout à coup toute une série de figures et de personnages, une espèce de famille. Et je voulais vous dire merci, je vous dire bravo, je trouve ça très beau. Mais vous n'en avez pas conscience de la beauté de la chose. Eh bien, on va passer la parole, donc peut-être maintenant... Peut-être à Stéphanie, je propose voilà. Si Stéphanie veut bien nous donner ce regard un peu général sur ces pratiques de médiation, parce que quand on parle de pratiques de médiation, Stéphanie, on est dans quoi là? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi peut-être en France on a aussi peu d'expérience dans ce domaine? Alors, le micro là sera plus proche là, ouais. Merci. C'est bon. Oui, comme tu le précisais déjà, Serge, un peu dans ton introduction, c'est vrai que la pratique de la médiation et de l'interprétariat s'inscrit très fortement dans un contexte national, sociétal précis. Et donc, dans les sociétés, dans les pays que tu as mentionnés qui s'assument comme des pays, des sociétés multiculturelles et plurilingues, c'est sûr que le rapport à la langue et ses pratiques d'interprétariat de médiation sont d'emblée légitimés. Et donc, dans des pays, c'est vrai, comme les États-Unis, une société multiculturelle par principe, les cultural brokers, comme on les appelle, ont leur place à part entière dans les institutions sanitaires, sociales, juridiques, etc. En Belgique, nous sommes allés visiter il n'y a pas longtemps un hôpital dans lequel les interprètes, qu'ils appellent d'ailleurs les médiateurs, sont recrutés par l'hôpital, au sein de l'hôpital, sont formés par le ministère de la Santé pour faciliter la communication entre les soignants et les soignés. Donc voilà, en France, on est dans un rapport sensiblement différent, puisque comme vous le savez, la République s'est construite sur la base d'un rapport à la langue unique, sur des rapports avec des valeurs bien sûr républicaines universelles, mais une identité autour d'une langue unique, aux dépens donc des particularismes. Et ça a eu un impact fort quand même sur la manière d'appréhender la place de la diversité dans les institutions et a fortiori la place de l'interprétariat et de la médiation.
C'est drôle parce que je me disais que finalement, en France, on a pourtant commencé, c'est la médiation qui s'est développée en premier lieu dans le contexte notamment des politiques de regroupement familial où de plus en plus on avait des rencontres plus fréquentes entre les populations migrantes et les familles. Et c'est dans ce contexte-là que donc la médiation est d'abord apparue, mais c'est vrai de manière très bricolée. C'était une pratique qui s'inscrivait dans différentes associations, qui a été aussi facilitée avec la création la possibilité pour les migrants de se former en association en 1980. Et donc tout ça est né dans un grand bricolage. Et alors en ce qui concerne, là je vais parler avec ma casquette de présidente d'ISM, en ce qui concerne donc l'association ISM, dans un souci je pense de professionnalisation justement des pratiques, on est revenu un peu à la base, c'est-à-dire à la pratique de l'interprétariat. On a voulu resserrer le cadre et appuyer un peu la déontologie des prestations de l'interprétariat dans le milieu médico-social, mais aussi milieu juridique, puisque les interprètes interviennent auprès de l'OFPRA et de la CNDA. Et dans ce souci-là, donc de resserrer la pratique de l'interprétariat, donc dans quelque chose de plus proche de la traduction, dans un rôle un peu plus transparent que celui que n'assumait le médiateur, on a posé un peu des limites justement aux interprètes qui, un peu, je dirais, naturellement glissaient selon les contextes et les besoins dans ce rôle de médiation. Et je dirais que c'est pourtant problématique aujourd'hui, on le voit bien dans le contexte comme celui des mineurs isolés, dans la mesure où voilà, les situations de malentendus, de blocage interviennent et les interprètes, avec cette déontologie notamment de la neutralité qu'ils essaient de suivre un peu à la lettre, se trouvent en difficulté pour glisser dans ce rôle qu'ils pourraient construire les conditions de l'alliance, comme tu disais, de faire émerger les logiques de chacun. Et dans le cadre de l'accompagnement des mineurs isolés, d'occuper peut-être aussi ce rôle de facilitateur de la communication, de figure maternelle, de grand frère, de grande sœur, mais pour lequel aussi il faut y avoir des outils, il faut avoir été formé. Alors à ISM, on a des interprètes maintenant pour parler de la formation, et je finirai là-dessus, qui sont depuis quelques années formés à un DU que nous coordonnons tous les deux sur la médiation transculturelle dans différents lieux institutionnels et qui ont donc aujourd'hui les compétences pour pratiquer les outils de la médiation. Maintenant, ça en soi, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les acteurs institutionnels eux-mêmes sachent être sensibilisés à cet outil et savoir se l'approprier pour que les parties puissent fonctionner comme un binôme. En tout cas, en ce qui concerne ISM, nous sommes dans le processus de légitimer, de donner une nouvelle légitimité à ce rôle de médiation pour, j'espère, dans un futur très proche, pouvoir officialiser ce rôle à part entière de médiation en dehors de celui d'interprète. Merci. Alors, merci Stéphanie, parce que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Stéphanie, sur être médiateur transculturel, c'est pas seulement former un médiateur à cette technique, c'est aussi le professionnel qui lui permet d'occuper cette position. Et sans qu'il y ait ces deux conditions, quelqu'un de formé et quelqu'un qui lui offre la possibilité d'occuper cette place, d'être légitime dans cette place, il n'y a pas de médiation. Et c'est là que c'est intéressant qu'on peut renvoyer peut-être la question à nos collègues qui, eux, traditionnellement, je ne sais pas si on peut dire traditionnellement, mais en tout cas, moi, ce que j'ai connu des consultations transculturelles, qu'on a appelées au départ consultations d'ethnopsychiatrie, on utilisait des interprètes. Et on utilise toujours des interprètes. Aujourd'hui, dans les consultations transculturelles, à ma connaissance, vous utilisez des interprètes. Qu'est-ce qui a fait que dans cette recherche, vous avez souhaité positionner cet interprète de manière différente de celle que vous avez habituellement dans ces consultations à visée psychothérapeutique? Pourquoi la recherche NAMI a-t-elle eu besoin, à un moment donné, d'avoir des médiateurs et non pas des interprètes? Alors, Ahmed, Flora. Je commence et tu continues. Donc oui, effectivement, donc
On a utilisé le médiateur dans la recherche, à la fois dans sa fonction de traduction, et aussi on lui a activement demandé de nous éclairer, par exemple parfois sur ce que représentait d'un point de vue anthropologique la nature des objets apportés ou les pensées. Je pense que c'est du fait du jeune âge de ces mineurs par rapport aux constellations transculturelles où on est en grand groupe, où il y a la famille, où on travaille sur les filiations, les affiliations, sur l'histoire familiale à un niveau transgénérationnel. Là, on est face à un jeune qui arrive, jeune en France, qui a des ruptures au niveau de son réseau familial et auquel on n'a même pas eu le temps finalement dans son histoire de transmettre ce qui se fait au pays, les manières de faire, comment on peut et qui n'a aucune clé, aucune idée de clé pour se métisser, savoir ce qu'il peut garder du pays, ce qu'il peut garder de ce que ses parents auraient voulu transmettre et ce qu'il en ferait pour se construire par la suite en métissant entre les deux. Et du coup là, le médiateur, il va figurer vraiment un adulte de confiance à côté de lui. Des fois, rien que sa présence à côté de lui permettait que le jeune puisse s'exprimer. Il se sentait renforcé dans sa parole, mis en confiance parce qu'il était celui qui représentait le passeur, celui qui a réussi dans les deux mondes en quelque sorte, qui n'a pas renoncé à son identité d'origine, qui pouvait du coup donner un éclairage sur les interprétations culturelles. Et au niveau de la continuité, c'était particulièrement important. C'est-à-dire que dans le cadre des mineurs isolés, parfois c'était les médiateurs eux-mêmes qui tenaient à être, à revenir la fois d'après ou même dans les situations cliniques, voilà, comme adultes de confiance qui sans induire une rupture supplémentaire parmi les multiples professionnels qui sont autour de lui parce qu'il se sentait lui-même investi, car investi par le jeune. Voilà, je te laisse compléter, Flora. Merci Serge de nous donner la parole parce que c'est vraiment de la parole dont on parle aujourd'hui aussi et c'est la médiation aussi qui permet la mise en mots et de permettre d'accéder à un discours dont le jeune peut s'approprier par la symbolisation. Et on a vu justement quand Thierry Bobet disait qu'il y avait 20 à 45% des jeunes qui souffraient de syndrome de post-traumatique. Justement, c'est par aussi la mise en mots que le jeune va pouvoir accéder à un discours qui va pouvoir mettre mise en mots et accéder aussi à des représentations symboliques. Et justement pour ne pas justement qu'il y ait vraiment tout ce vécu pulsionnel qui reste en tout cas à l'intérieur du jeune. Donc c'est vrai que le point commun avec la consultation transculturelle, c'est que les médiateurs, donc ils ne sont pas interchangeables, et c'est vraiment ça qui est important dans le cadre et le dispositif de la recherche, c'est que ce sont vraiment des invariants, en tout cas très importants. Et donc du coup c'est vraiment ce médiateur, tout à l'heure on parlait de tisserand, donc c'est vraiment celui qui va tisser le lien et qui va permettre d'induire en fait le discours. Et on peut le mettre en rapport, on parle de médiation culturelle, mais on peut aussi parler de médiation thérapeutique dans le sens où parfois on s'appuie sur des médias, sur des objets qui sont des objets en fait transitionnels, vraiment importants pour le jeune et pour que ça crée en fait un point de rencontre entre l'espace intrapsychique du jeune, donc le dedans vraiment, ce qui appartient donc au monde du jeune, et l'autre, donc l'intersubjectivité et le dehors. Donc c'est vraiment, en tout cas voilà, une espèce d'aire transitionnelle importante pour cette rencontre. Merci Flora. Alors Véronique. Oui, merci, c'est fascinant, très, et d'autant plus pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'univers, je dirais, entre vos murs, dans l'atmosphère de votre travail. D'abord, vous dites médiateur, je suppose c'est médiatrice et médiateur, mais vous l'appelez médiateur, vous masculinisez la profession. On peut parler médiatrice, bon. Oui. Et c'est pareil, je veux dire, vous n'allez pas choisir par exemple un médiateur pour un garçon, une médiatrice. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'en fonction d'une situation donnée, on pense que quand même là, il y a peut-être intérêt à avoir peut-être un homme ou une femme. Voilà. Donc il nous arrive de choisir en fonction du sexe le médiateur. Oui, voilà, peut-être de l'âge du jeune ou de la jeune concernée. Pourquoi toujours? Vous voyez, on a toujours le neutre masculinisé en français qui abîme la présence du féminin dans l'universel. Ça, c'est un petit point. Bon, voilà. Mais ce que je voulais là, en vous entendant et en ayant le sentiment que c'est un travail à la fois très délicat et très professionnel, je me dis, mais au fond, s'il y a par exemple ces jeunes qui sont traumatisés au sens de la clinique, donc le médiateur ou la médiatrice,
ont aussi une espèce de responsabilité, puisqu'on joue avec ces objets, etc. Et alors, quel est leur lien avec vraiment le professionnel, je ne sais pas, de la psychiatrie transculturelle en tant que tel? Est-ce qu'ils sont ensemble? Justement, cette idée que finalement, pour les jeunes, les mineurs, il faut plusieurs personnes autour d'eux, alors qu'on a l'impression que pour l'adulte, bon, ben, l'adulte qui est, mettons, traumatisé, on le met dans un bureau en face d'un psychiatre soignant, on ne va pas lui mettre le médiateur, l'accompagnateur, on pourrait, d'ailleurs peut-être il faudrait le faire. Mais c'est ça ma question, donc les médiateurs, les médiatrices ont une responsabilité clinique réelle. Là, c'est une question fondamentale. Alors, on a la chance d'avoir 2 médiateurs ici, Véronique. Donc, ça vaut le coup de leur laisser la parole et de leur dire, Fatia Allah, qui est passée d'une position d'interprète à une position de médiateur, bah, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle s'est sentie investie dans cette affaire-là? Est-ce que ça a changé fondamentalement? Et puis après, Mamadouba, peut-être qu'il va rebondir là-dessus, avec ton expérience de médiation, alors que tu as été formé à l'interprétariat au départ, qui pourra nous donner ce regard également. Fatia. Peut-être à partir d'une situation concrète dans laquelle tu as vécu. Oui, en fait, je suis passée d'interprète à médiatrice, une médiatrice, je vais dire médiatrice. Je ne sentais pas, c'est venu comme ça, parce que c'est venu naturellement en progressant dans les situations, avec l'expérience, et aussi accueillir naturellement ce jeune, et par souci de transmettre pour les deux rives. Donc j'étais vigilante sur de transmettre et bien sûr des fois intervenir pour compléter une certaine information, certains propos auprès des demandeurs sur le plan culturel, parce que des fois il y a la culture qui n'est pas précisée dans l'interprétariat et du coup ça me gênait de ne pas le transmettre pour compléter le non-dit, si on peut le dire comme ça. Donc je me suis trouvée médiatrice naturellement et avec l'expérience de la vie. Alors justement, mais cette position-là, est-ce qu'elle change le niveau de responsabilité, d'implication? C'est ça la question de Véronique. Elle vous dit, est-ce que quand vous êtes dans cette position-là, est-ce que vous avez le même niveau d'implication et de responsabilité? Mamadouba peut-être. Merci. Alors, moi ce que je veux expliquer dans un premier temps, c'est être interprète, puisque moi je suis interprète au début, interprète avec interservice migrant, avec une expérience de 15 ans, de plus de 15 ans d'expérience. Et là, c'était la même chose, on nous appelait pour être interprète, pour traduire, et très rapidement on glissait dans la médiation. En tout cas, pour les langues que je pratique, les langues parlées en Afrique de l'Ouest, notamment le Peul, le Soninké, le Malinké, le Bambara, très rapidement on glissait dans la médiation. Donc moi je faisais cette médiation d'une façon, on va dire, à l'aveuglette, puisque je n'étais pas formé pour ça. Mais j'avais des connaissances intrinsèques qui me permettaient enfin de faire ce travail-là. Et avec la formation en DEU, donc j'ai pu avoir des outils pour formaliser ce travail de médiateur. Et j'ai tout de suite rapidement vu la différence entre le travail d'un interprète et d'un médiateur. Puisque l'interprète qui est quand même obligé de les limiter et par rapport à la déontologie, il est limité par rapport à la neutralité, même si le médiateur quelque part doit être neutre, mais l'interprète est vraiment limité dans son travail. En tant que médiateur, on m'a donné maintenant cette opportunité d'aller en profondeur. D'aller en profondeur, non seulement d'expliciter davantage le monde culturel de l'étranger en face, et d'expliquer à ce demandeur, à cet étranger aussi, les réalités en France ici que je connais, que j'ai appris à connaître depuis 25 ans. Donc ce travail-là est, à mon avis, complètement différent du travail d'un interprète. Merci Mamadou. Alors cette question de la position de l'interprète, du médiateur, de la survenue du médiateur dans l'accompagnement du jeune, est-ce qu'elle a changé la pratique éducative? C'est ça la question, c'est-à-dire que d'accord, on a un médiateur formé, ok, il apporte des éléments, il nous permet d'établir un lien, il permet de construire les conditions d'une alliance avec le jeune qui est là. Est-ce que ça change la pratique éducative? Et là je pense qu'on va se tourner vers Madame Tonga, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut nous répondre là-dessus, c'est bien vous. Donc bonjour, pour avoir fait cette expérience au centre Babel dans le cadre de la recherche NAMI, la médiation telle qu'on l'a décrit aujourd'hui, effectivement c'est un support que j'ai découvert dans ce cadre-là et c'est vrai qu'il vient apporter en tout cas des éléments, des précisions complémentaires quand on est dans l'accompagnement éducatif d'un jeune mineur étranger isolé,
qui arrivent effectivement dans un pays d'accueil où les codes sont complexes, donc l'accessibilité, même si on est dans l'échange avec le jeune, le temps qu'il intègre la langue, qu'il comprenne les mots, qu'il comprenne concrètement où on veut en tout cas amener, où on l'amène, où il souhaite en tout cas aller avec nous dans la réalisation de son projet de vie, son parcours de vie. À un moment donné, ça nécessite en tout cas qu'on ait ce support. Un support riche où le jeune du coup vient parler de lui, de son authenticité, de sa singularité, de son vécu, de ses propres codes aussi, de l'éducation qu'il a reçue, de ses repères. Pour en prendre brièvement l'exemple en citant quelques mots, quelques phrases d'un jeune que j'ai accompagné dans cette recherche, j'ai la tête qui est lourde, j'ai l'impression de devenir fou, ça va pas, je veux quitter ce foyer, je ne supporte pas ce groupe, je ne supporte pas les éducateurs qui sont ici, qui sont présents. Et du coup, moi, j'apporte effectivement des mots, je fais des rappels, on a quand même pris ce temps d'accompagnement jusqu'à ce que tu puisses intégrer l'institution, que tu puisses en tout cas identifier la formation professionnelle que tu avais souhaitée. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Des appels répétitifs, des relances répétitives, le jeune qui vient au service. Donc c'est aussi tous ces repères-là qui font qu'à un moment donné, on se dit qu'il y a quelque chose à comprendre en tout cas au niveau culturel. Il y a quelque chose en tout cas qui va permettre à un moment donné de débloquer la situation. Et c'est vrai que c'est un support qui est important en tout cas dans l'accompagnement des mineurs étrangers isolés. Cette notion dans le médiateur d'apaiser des tensions, si ce n'est des conflits. Il y a bien cette idée-là qui est l'idée classique d'une... Voilà, non mais juste ça, merci. C'est vrai que, pour revenir à cette question-là du médiateur, on l'a toujours pensé au départ comme étant celui qui va intervenir en situation de conflit. En fait, certains ont théorisé le fait que cette médiation pourrait être vraiment un outil de gestion du lien social, pas seulement dans les conflits, mais plus largement dans la construction du lien. Et c'est bien dans ce cadre-là que l'on parle, parce qu'il n'y a pas forcément un conflit entre l'éducateur et le mineur en question. Il y a probablement un lien qui n'arrive pas, pour des raisons au départ très obscures, à s'établir. On a un lien, évidemment qu'on a un lien. La question, on a l'impression qu'on pourrait aller plus loin, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être que là, le médiateur va intervenir. Et au-delà même de la traduction, parce qu'il traduit également, le médiateur, il a la même origine culturelle, mais il va être aussi quelqu'un qui va nous faire rentrer dans le monde de l'autre. Alors, c'est pas facile de faire rentrer dans le monde de l'autre, surtout lorsqu'on va parler la langue. Alors, imagine-toi, tu es professionnel. Tu n'as jamais utilisé de médiateur transculturel, tu te dis, tiens, avec ce jeune, j'aimerais bien quand même qu'on puisse aller plus loin. Et tu vois deux personnes qui vont échanger entre eux pendant 5 minutes, alors toi, tu poses une question, ils vont parler pendant 5 minutes devant toi dans une langue que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas sentir, d'après toi, Véronique? Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils se racontent? Mais qu'est-ce qu'ils se racontent? Et qu'est-ce qu'ils se racontent sur moi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est ça. Non, c'est souvent. Enfin, tiens, là, c'est la méfiance. C'est-à-dire, mais quel est ce professionnel et qu'est-ce qu'il raconte à l'autre? Le professionnel, pardon. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, quand le professionnel me dit, mais j'ai pas dit tout ça, pourquoi vous... j'ai pas dit tout ça, qu'est-ce que vous vous dites là? L'épreuve du soupçon, oui, Julien Bricot, je ne sais pas s'il est encore là, mais l'épreuve du soupçon, elle a lieu également pour les professionnels qui incarnent cette fonction. Mais qu'est-ce qui se raconte entre eux? Est-ce qu'il y a des alliances qui se mettent en place dans lesquelles moi je serai exclu, ou éventuellement qui se font contre mon travail? Et ça peut entraîner des passages à l'acte et des ruptures, hein, véritablement. Et des fois on a du mal à traduire tout ce qu'on a dit au jeune, devant le jeune justement, pour le mettre à l'aise, pour mettre à l'aise le jeune justement. Parce que des fois on a des mots qui ne se traduisent pas, ils se disent entre deux compatriotes, on va dire. Et ils se disent pour se sentir, pour sentir la confiance, pour sentir le poids. Ah, il y en a plein. Oui, il y en a plein. En fait, il y a des mots qui interviennent, qui surgissent comme ça naturellement. Ça dépend du profil de jeune, en fait. Parce que c'est le profil de jeune qui impose la méthode de la traduction, de la médiation pour la médiatrice ou le médiateur. Un profil d'un jeune, par exemple... ça dépend de sa faiblesse, en fait, de son profil. Dès que tu dis salam alaikum, qu'il ne réponde pas ou qu'il réponde salam
Ça veut dire, oui, et alors. Alors, là, l'interprète le sent. Mais là, on est tout au début, au niveau de l'accueil. Là, l'interprète sent quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler là pour le mettre à l'aise, pour le laisser avec nous, en fait. Et c'est à ce moment-là où je dois rajouter, enfin, des fois, je peux lancer une deuxième phrase. Par exemple, excuse-moi, mais je voulais savoir, mon fils, de quel pays tu arrives? Oui, j'utilise le mot mon fils. Pourquoi? Je joue un peu avec mon âge aussi. Et ça me permet de m'approcher de lui et de le mettre lui-même à l'aise aussi et qu'il s'approche plus de moi. Quand je dis mon fils, il s'est dit, ah, c'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Donc les institutions, c'est pas ça. Donc là, à ce moment-là, il me regarde, il lève les yeux pour me regarder vraiment, un regard de respect. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est tissé. Et à ce moment-là où il faut rajouter une autre phrase ou une autre mode d'accueil pour vraiment le stabiliser et le dire oui, je suis là, je vais traduire pour toi, je vais t'expliquer tout, tu vas comprendre et tu vas savoir un peu ce qui se passe autour de toi. Et c'est là, la phrase pourrait être خلاص اولدي ما تقلقش روحك غادي الامور هادشي كلشي لمصلحتك انت ما تخممش اولدي دي بتيت شوز كوم سا et là on est vraiment dans le contexte familial, social. Et aussi, quand je disais qu'on comprend le profil de jeune à l'accueil, s'il arrive d'un milieu aisé ou un milieu social plus bas, en fait, on a un peu une idée. Et du coup, il faut rajouter des touches comme ça pour qu'il soit bien, quoi. Merci Fatia. On va passer la parole à Mamadou. Je pense que toute la salle a compris ce que tu as dit. En tout cas, je sais que ma mère là-bas a compris ce que tu as dit. En tout cas. Mamadou. Okay. Oui, je partage effectivement ce que Fatia vient de dire, mais avec une différence selon les régions. Elle est maghrébine, moi je suis africain de l'Ouest, Afrique noire. Et il faudrait dire que dans ce travail de médiateur avec les professionnels, il y a des préalables. Et ce n'est pas des fois facile face aux professionnels pour lui expliquer tout ça, pour qu'ils comprennent. Puisque moi, dans mon expérience, j'ai commencé d'abord la médiation avec des familles, ou des adultes, des individus adultes, ou des familles, même si la médiation concerne les enfants, les mineurs, mais on a affaire avec les adultes qui sont du surcroît français ou qui ont vécu en France depuis longtemps. Mais les mineurs isolés, et ça, c'est une autre approche que j'ai commencé, on va dire, pas très très longtemps. Et là, moi, dans mon cas, moi, je ne dis pas mon fils. Non, c'est le jeune mineur qui va m'appeler papa ou tonton. C'est ça la différence. Le choix du médiateur ou de la médiatrice, là où je reviens, Serge, ça dépend effectivement des cas. Voilà. Donc, au préalable, moi, je dis aux professionnels, voilà, il faudrait que je parle avec ce jeune homme qui voit en moi déjà un allié et un tonton. Et il peut m'appeler tonton en me voyant et le professionnel le comprendrait, mais dis donc, c'est votre neveu? Non, c'est pas mon neveu. Il voit, voilà. Donc, ça, c'est le respect qui est là. Il faudrait, dans un premier temps, déjà mettre ce mineur isolé à l'aise. Il est devant des adultes. Dans le film, on l'a vu, quand il parle, il ne regarde pas dans les yeux, il baisse la tête. Et ils ne disent pas tout. Ils ne sont pas à l'aise. Il y a des choses qu'ils ont envie de dire, mais pas en présence d'un adulte. Moi, leur tonton, non, ils ne me diront pas certaines choses. Et ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est surtout par rapport aux professionnels qui est représenté pour le mineur, c'est une institution, c'est la France. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois tout dire? Il y a les enjeux qui sont là, les papiers, voilà. Il y a ce problème, cette question. Il y a également le fait que le professionnel, c'est un adulte. Il est entre deux adultes, ce mineur-là. Donc, en tenant compte de tout ça, je prends un petit moment pour expliquer au mineur qu'il peut dire ce qu'il veut, même si je sais qu'il ne doit pas tout me dire, mais qu'il soit à l'aise, qu'ici on est en France, on n'est pas en Afrique, il n'y a pas de tabou. En Afrique, il ne peut pas tout dire devant un adulte. Voilà, donc ça, c'est les préalables à poser dès le début. Alors peut-être que, moi je voudrais poser une dernière question à Mamadou, parce que, et puis après peut-être qu'on prend un peu le temps qui nous reste pour discuter avec la salle, parce que quand même qu'on puisse avoir quelques questions à échanger. Donc une dernière question Mamadou, parce que les familles que l'on voit, je parle des familles là ce coup-ci, appartiennent à des communautés qui sont parfois très structurées, y compris en migration.
Je parle à ces communautés d'Afrique de l'Ouest dans lesquelles on a vraiment des liens qui existent de manière très forte et qui font qu'une personne n'est jamais seule. Et je me demande comment la communauté ici en France, elle s'est organisée pour faire face à ce problème qui est un problème mondial, mais qui touche des jeunes qui viennent du Sénégal, qui viennent du Mali, et qui arrivent en France et qui sont seuls, puisque leurs parents sont là-bas. Et comment cette communauté a pu peut-être inventer des méthodes, parce qu'on n'arrête pas de parler de la manière dont les institutions se positionnent, d'accord, mais les gens, ils ne fonctionnent pas qu'avec les institutions. Leur famille, c'est pas simplement un éducateur, où il y a des structurations de groupes sociaux qui existent en dehors de cela, Dieu merci. Et donc je me demandais comment ces communautés ont pu elles-mêmes faire face à ça, qui les concerne directement. Oui, donc moi j'ai eu une réflexion par rapport à cette question. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, quand même, une immigration des Maliens ou des Sénégalais en France, ça ne date pas de maintenant, et ça fait une trentaine d'années qu'ils sont implantés ici, ils sont organisés, et surtout, ils ont cette tradition quand même de s'organiser en associations villageoises, et des fois même des associations officielles, loi 1901, qui mettent en place, non seulement pour s'entraider ici, une forme de solidarité, et aussi réaliser beaucoup de choses dans leur pays d'origine. Et c'est vrai, on se pose la question, comment ça se fait qu'il y a des mineurs originaires du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie ou de la Guinée, et étrangers bien sûr, mais isolés. Et voilà donc, eux, ces mineurs-là, ce que j'ai constaté dans un premier temps, ils sont là d'abord avec la plupart du temps, même s'il y a des guerres ou d'autres difficultés, c'est la plupart du temps des problèmes économiques également. Et ils sont là avec l'aide des parents, ça il ne faut pas l'oublier. Avec la bénédiction des parents, ils sont là. Ils ont des responsabilités. Si ici en France, ils sont considérés comme des mineurs isolés étrangers, pour leurs parents, ce sont des jeunes hommes responsables et ils sont conscients de ce statut qu'ils ont, et ils ont des responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la famille restée au pays. Ils sont mineurs ici, mais ils sont des hommes. C'est très lourd à porter cette contradiction. Voilà. Et maintenant, les associations, les parents, les oncles qui sont ici en France, ils peuvent bien accueillir ces jeunes-là peut-être. Mais il faudrait un travail, il faudrait réaliser ce travail-là entre les institutions, entre Babel par exemple, ou d'autres institutions, et ces associations. Et puisqu'ils se disent, mais voilà, bon, c'est vrai, c'est mon neveu, ou même s'il n'y a pas de lien de parenté sanguin, il vient du même village, il trouvera toujours un oncle ici ou une tante. Ça, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Mais comme il y a une structure des institutions qui sont là, qui s'en occupent, il faudrait mieux bien mettre un pont entre ces institutions et puis les familles potentielles qui existeraient ici sur le territoire français. D'où le fameux paradoxe, si on met en visibilité les alliances familiales possibles sur le territoire, ils sortent de la catégorie mineurs isolés non accompagnés et non plus les mesures de protection auxquelles ils auraient droit. Et donc c'est un paradoxe total qui effectivement nous met en énorme difficulté lorsqu'on travaille dans la clinique transculturelle, parce que la clinique transculturelle, c'est quoi? C'est avant tout créer du lien. Créer du lien et faire en sorte de considérer le jeune dans son environnement, d'activer les liens qu'il peut avoir avec sa famille, avec son clan, avec son groupe. Donc voilà, donc c'est vraiment un paradoxe fondamental qui nous met tous en difficulté. Et ce que je vous propose, puisqu'il nous reste quelques minutes dans la table ronde, si tout le monde est d'accord, on va passer la parole dans la salle pour prendre deux questions. Sophie, trois questions? Trois questions. Eh bien, carrément, elle nous donne 3 questions, Sophie. Donc, allez-y, je vous en prie. Kadi, là, peut-être, qui apparaît dans le film, Kadi Camara. Médiatrice, interprète interservice migrant et médiatrice transculturelle. Alors, bonjour, je tiens à saluer tous nos invités en leur grade et en leur qualité. Deuxièmement, je tiens aussi à remercier la Fondation de France, l'ASE, ISM Interprétariat et la Ville de Paris, sans quoi en fait, ce dispositif n'aurait pas lieu. Ils ont fait le pari et ils ont eu la conviction d'enclencher en fait ce dispositif. Et on le voit bien, ce dispositif. Moi, en tant que médiatrice interculturelle chez ISM Interprétariat, je le vois bien chez les jeunes que c'est très important. Et je vois l'impact que ça a entre la première consultation et la deuxième consultation. Le jeune se trouve transformé.
Il n'est plus le même. Pour répondre à madame, concernant, c'est vrai qu'entre professionnels, lorsqu'un interprète médiateur discute avec le jeune, bon, en général, bon, dans le milieu d'Afrique de l'Ouest, donc Dr Boujna insiste souvent là-dessus, il y a une présentation, il y a une façon de se présenter. En fait, puisqu'on ne vient pas géographiquement du même lieu, il est important qu'on se présente aux jeunes, qu'ils sachent d'où on vient, qu'ils sachent de quelle caste on est, qu'ils sachent qu'il ait des repères en fait, des repères assez complets, afin qu'ils se sentent rassurés et qu'ils puissent parler. Et c'est vrai que c'est un petit aparté, mais cet aparté-là est très très important, mais cet aparté-là est retranscrit. Il est retranscrit lorsqu'on commence l'entretien, puisque c'est important pour le professionnel qu'il ait aussi tous ces renseignements-là afin de bien débuter en fait la consultation. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre le temps de discuter avec le jeune. Alors pour rebondir sur ce que M. Ba a dit concernant les jeunes, moi bon, quand je compare à mon parcours migratoire, qui est différent de ces jeunes-là, puisque moi je suis arrivée avec mes parents, en fait mon père était déjà là il y a quelques années, et lorsqu'il est arrivé, il était mineur aussi, mais il était pris en charge dans le foyer de migrants. Donc il y avait des foyers de migrants, il y avait des grands frères qui les prenaient en charge. Ça c'était dans le temps, il y avait de la place. Or maintenant dans les foyers migrants, nous avons, pour une capacité de 300 lits, nous avons déjà 700 personnes. Ils sont déjà en surcharge. Donc c'est impossible d'accueillir puisque des jeunes dorment même dans la cuisine. Certains mineurs isolés ne sont pas déclarés. Ils dorment même dans les cuisines ou dans les couloirs. Donc il n'est pas possible de les intégrer dans les foyers africains. Et la chance qu'ils ont eue, mes parents, c'est que bon, quand ils étaient dans le milieu ouvrier, par exemple, il y avait des sœurs ou des prêtres qui étaient ouvriers et qui le soir donnaient des cours de français. Et donc ceux-là leur ont mis en fait, ils leur ont transmis une intégration très positive de la France, puisqu'il y a une amitié qui se sont liés et donc ils ont appris le français comme ça. Or ces jeunes aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de capacité dans les foyers africains, ils sont en surcharge, donc il est impossible de les accueillir. Voilà, mais je voulais vous remercier. Merci beaucoup Kadi pour ton témoignage, merci beaucoup. Sophie Mallet qui voulait intervenir, je crois. Oui, moi je voulais juste intervenir. J'en ai déjà parlé avec beaucoup d'entre vous, donc j'ai eu l'occasion et la chance de faire partie effectivement de cette recherche et de mener des entretiens avec Fatima, avec Ramet, avec Sévan, avec Flora. C'est vrai que je fais souvent un parallèle parce que avant de faire ce métier, je faisais le métier de journaliste et je voyageais pas mal dans le monde et je ne suis jamais partie sans avoir préparé le voyage et sans avoir cherché, avant de partir, ce qu'on appelle un fixeur, mais qui est en fait un traducteur, un médiateur finalement, qui nous accueille et qui accueille bien les gens qui voyagent. Et du coup, j'avais envie de faire ce parallèle avec la place des médiateurs dans l'autre sens, parce que c'est un peu ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si ces gens qui arrivaient de loin, on leur offrait la possibilité d'être accueillis avec quelqu'un qui pouvait transmettre. Et puis l'image que j'aime bien partager à chaque fois avec tout le monde, c'est l'image de ces bras dans le hip-hop qui font que quand on est médiateur, quand on est d'un côté un jeune et de l'autre côté un professionnel, le médiateur est celui qui donne la main à chacun des deux et qui fait passer et qui transmet finalement d'une manière extrêmement fluide quelque chose de très important qui est de se comprendre et de s'aider. Et je voulais aussi signaler, j'avais trouvé qu'on avait été très porté en tant que chercheur et en tant que personne menant les entretiens. Moi, je me suis beaucoup reposée sur les médiateurs et sur ce qu'ils pouvaient nous apporter et la façon dont ils nous portaient aussi. Merci Sophie. Alors là, je vois des questions derrière, là-bas. Monsieur, vous levez la main, levez-vous carrément pour qu'on puisse vous voir. Voilà, là je vous vois bien et le micro arrive. Bonjour tout le monde. Je perds la voix. Bonjour tout le monde. Alors,
je voudrais d'abord saluer ce travail formidable qui se fait, mais réintégrer tout ce qu'on dit dans un contexte sociologique. Vous nous posez une question aussi en même temps, si vous permettez, comme ça, vous nous faites une présentation et puis vous nous posez une question pour qu'on puisse faire intervenir ceux qui sont là, si vous voulez bien. Je voulais juste apporter une contribution. Ah, allez-y, je vous en prie alors. Voilà. Donc moi je suis travailleur social, je suis chef de service à la Fondation d'Auteuil, bref. Ma contribution serait d'intégrer le système de migration, ces jeunes qu'on appelle mineurs étrangers isolés, dans leur fonctionnement sociologique habituel. Moi je suis de l'Afrique subsaharienne, du Sénégal. Quand on connaît le contexte, les populations migraient dans les pays du Mali, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, avec des métiers qui n'étaient souvent pas pratiqués. Je parle du cas du Sénégal où vous allez trouver des tailleurs, des plombiers, des maçons dans toute la zone. Alors, pendant très longtemps, cette population a tourné dans cette zone géographiquement limitée. Maintenant que le contexte de guerre, de crise et autres fait que c'est très compliqué, ben, ils vont aller vers des terres autres. Par exemple, quand on parle de... Mais ça, c'était pour juste dire que nous sommes dans le continuum de ce qui se faisait actuellement, mais qui est déporté géographiquement à une échelle plus importante. Ce qui fait que ça devient un phénomène que les gens pensent isolé, mais ce n'est pas isolé, c'est dans le fonctionnement naturel et habituel de ces populations. L'autre aspect des choses sur la médiation, elle a toujours existé, mais elle a toujours été contextualisée dans la famille, en ce sens que le jeune, par exemple, qui est dans sa propre famille où il y a des difficultés, est tout de suite confié à son oncle. Quand M. Ba parlait, par exemple, de l'enfant qui baisse la tête, mais c'est justement cet aspect filiation qui revient pour l'enfant qui connaît ce fonctionnement et qui ne voit plus le travailleur social en tant que tel dès que les origines se recoupent, mais il voit un oncle potentiel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui existe naturellement dans les familles, parce que le système de placement n'existe pas, ou en tout cas, il commence là en ce moment. Mais habituellement, ce qu'on a connu, nous, c'est justement quand il y a un problème, c'est dans la famille que ça se règle, dans l'entourage, dans le quartier, dans le village. Et donc, nous sommes dans ce fonctionnement-là, et qui explique effectivement que quand on a des jeunes qui sont dans ce contexte, forcément, le fait de la médiation les met plus en sécurité pour qu'ils puissent éventuellement se livrer. Merci pour votre contribution. Les orphelins d'Auteuil ont certainement une chance d'avoir comme médiateur dans leur sein un éducateur professionnel. D'autres questions? Fatima, Touami. Oui, moi je voulais profiter de cette table ronde pour remercier encore une fois les interprètes médiateurs qui ont été les pivots en fait de la recherche avec les chercheurs, mais c'est aussi avec ces mêmes qu'on a continué dans le cadre du dispositif dont on parlera peut-être tout à l'heure, le dispositif de soins et d'accueil des mineurs isolés étrangers à la maison de Solène. Important parce que ces médiateurs sont des points d'accroche. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de ruptures, il est important et nécessaire que le jeune puisse se reconnaître dans ce médiateur, qui puisse à un moment prendre la parole pour lui. Et d'une certaine manière, cette fonction, plus que de l'interprétariat, de la translation, d'une certaine manière, comment on peut réévoquer le monde et le jeune mineur isolé n'est plus mineur isolé, mais il devient un je. Et il devient fils de, père de, enfin fils de, dans une relation de filiation. Et ça, c'est vraiment très important. Je dis ça d'autant plus parce que souvent, on a demandé à ISM que les jeunes qui rencontrent, les interprètes médiateurs qui rencontrent les jeunes reviennent pour d'autres consultations. Cette question de la régularité, elle est importante, d'autant plus que ce qu'on essaie vraiment de construire, et je crois que Sévan, Ramet seront d'accord avec moi, c'est toute cette question du maillage qui est important pour pouvoir porter le projet et le soin. Et ça, des fois, c'est pas toujours simple. C'est vrai. Merci Fatima pour ce témoignage. Flora, peut-être pour rebondir. Tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas séparer ceux qui pensent et ceux qui font, mais aussi ceux qui transmettent, en tout cas, pour continuer. C'est ça, c'est-à-dire ne pas fragmenter. Mais on est dans des sociétés qui fragmentent par nature. C'est vrai que c'est très difficile pour les institutions de penser que la permanence de cet interprète médiateur va être un élément essentiel de structuration du jeune dans son parcours migratoire. Quand cette idée sera passée, je peux vous dire que véritablement on aura fait un pas gigantesque, vraiment. Alors Sophie, tu nous autorises encore une question? Une question dans la salle, alors un bras si vous voulez vous lever, là ça y est, là-bas.
Si vous pouvez vous présenter en même temps pendant que vous y êtes. Bonjour, je suis éducatrice dans un service dédié et je me pose la question de comment prendre en compte les familles restées au pays. Voilà, nous, on ne les prend pas du tout en compte, par exemple, et voilà. Question très importante, c'est-à-dire c'est comment on fait lorsqu'on est dans un accompagnement pour prendre en compte ceux qui sont restés là-bas. Alors, du point de vue du chercheur Ramet Rajak, du point de vue de l'éducatrice quand même, hein, en résonance, ça serait intéressant d'avoir les deux points de vue. Alors vous avez un micro à deux. Oui, merci pour la question. Alors je vais répondre en tant que chercheur, mais en tant que clinicienne aussi. Parce que pour se construire sur le plan identitaire, un adolescent a besoin, effectivement, on a besoin de l'aider à recréer son rejet d'appartenance et à ne pas considérer qu'il est auto-engendré, qu'il rompe avec sa filiation. Et c'est indispensable que nous, on le pense comme non isolé, sinon il ne va pas être bien. Alors ça, c'est tout à fait paradoxal, puisque son isolement préjuge de du fait qu'il puisse rester en France. Mais en tout cas, dans un lieu de soins et dans un lieu de recherche, pour travailler sa construction identitaire, on va faire exister ses parents, alors ses parents, pas seulement que c'est son papa et sa maman, mais élargir à la notion de parentalité, puisque la famille élargie peut être aussi autant importante que le noyau familial tel qu'on le pense ici. Et donc on va, dès le premier entretien, d'ailleurs très souvent c'est là que j'ai l'impression que se joue un déclic où on sent que la mayonnaise va prendre, parce qu'on va vraiment aller chercher ce qui s'est passé avant la migration, qui il était, et qui il était, c'est qui il est fils de qui était sa mère, qui était son père, quels étaient leurs métiers, comment ils vivaient. On va repenser, on va créer un espace de narration et de rêverie partagée. On va revisionner son milieu d'avant et recréer une continuité avec le présent et l'aider à construire son futur dans cette continuité-là. En clinique, il peut m'arriver aussi d'appeler les parents au pays. Alors pas à un moment précis et avec l'autorisation de l'hôpital, et vraiment ça a eu des conséquences très, très importantes. Par exemple, une jeune qui fait un état de transe, comment faire quand on n'a pas la famille pour nous dire qu'est-ce que ça signifie. Alors il y a le médiateur pour ces situations-là qui est très important, mais aussi la famille pour savoir est-ce que ça s'est déjà passé dans la famille, comment contenir. Voilà, bon, je vais passer la parole à mes collègues. Alors c'est vrai que quand on est au début de l'accueil des mineurs étrangers isolés, la question de la famille, elle est primordiale déjà dans le cadre de l'évaluation. Donc la famille, pour vraiment étayer la question qu'on doit expliquer, qu'on doit amener sur l'isolement du jeune ou pas. C'est une partie qui appartient aux jeunes migrants. Soit ils le partagent, soit ils ne le partagent pas. Donc, dans notre évaluation, en tout cas, nous, on ramène les éléments qu'il souhaite nous ramener autour de sa famille. Est-ce que sa famille, ses parents sont vivants, pas vivants? Est-ce qu'il a perdu le contact avec sa famille en cours de route? Parce qu'il y a aussi la question du contact, la perte du numéro de téléphone, il y a aussi la question du passeur qui fait qu'à un moment donné, le contact, il ne l'a plus. Il a eu à un moment donné, parce que c'était le passeur qui faisait le lien entre la famille et le jeune jusqu'à son arrivée, en tout cas, dans le pays de destination. La question de la famille revient à un moment donné dans le parcours du jeune autour de la question des papiers, des démarches administratives, autour de la question de l'authentification ou pas des documents, comment il a pu obtenir ces documents. Donc la famille, dans notre discours en tout cas, pour l'accompagnement éducatif du jeune mineur étranger, elle est assez présente, je dirais. Et elle est présente. Après, nous avons des jeunes qui peuvent parler et communiquer en tout cas des informations sur leur famille. Moi, je n'ai jamais été vraiment en direct, en échange avec un parent de mineur. J'ai pu avoir des retours par l'intermédiaire du jeune où la famille nous confiait, disait que je vous le confie, je vous fais confiance. Et c'est sur ces mots de confiance et qu'on continue en tout cas à la faire exister. On la fait exister avec ce qu'elle veut bien donner d'elle, en tout cas à la famille. Donc c'est important ce point de vue. Alors il manque un troisième point de vue, c'est celui du médiateur transculturel justement, et de l'interprète qui est dans cette situation-là. Alors le point de vue de Fatia là. Oui, en fait, la
famille, souvent les institutions nous demandent de traduire à la famille une demande précise, par exemple des papiers, et aussi de rassurer la famille que leur fils il va bien, que ça se passe bien. Mais des fois, on a des demandes un peu bizarres qui arrivent du jeune. Du jeune lui-même, il demande à l'institution de demander à l'interprète d'appeler la maman pour la rassurer parce qu'elle ne le croit pas, parce que la maman ne croit pas son fils, s'il va bien ou pas. Donc l'interprète, la médiatrice va téléphoner pour rassurer la famille comme quoi le fils est entre de bonnes mains, il est bien nourri, logé et qu'il est en bon état. Voilà. Merci sur ce témoignage très vivant. Alors on va arrêter là peut-être les questions, on va laisser peut-être Pavo si tu veux nous dire un petit mot. Oui, j'ai quelques dessins. Je vais envoyer le premier sans commentaire. Ça fait bizarre la première fois, hein, moi ça. Alors ensuite j'ai un dessin qui parle de ce nécessaire effort pour aller à la rencontre de la culture de l'autre. Alors, le dessin suivant, il met en scène Flora Hollande au travail. Je voudrais la remercier parce qu'on lui a demandé l'autorisation avant que je le passe et avec beaucoup d'humour, elle a accepté. C'est sympa de sa part parce que j'imagine que c'est parfois pénible d'être envoyé régulièrement à sa généalogie. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, je vais quand même terminer par Serge Bouzna, que je en profite pour remercier de son invitation. Voilà, il est là. Merci Pavo, merci. Eh bien écoutez, merci à tous, hein, vraiment pour votre participation. Et puis on passe à la session d'après et le film. On va lancer. Ah non, Sancho. Ah bah écoutez, vraiment nul hein, la transition. Hein. Donc Sancho, je t'en prie, à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, puisque tout le monde commence généralement par des petits remerciements depuis tout à l'heure, moi je tenais à vous dire que j'étais extrêmement satisfait de ma prestation tout à l'heure. Et alors, pour ce petit rafraîchissement musical que je vais vous proposer, j'ai envie de vous faire voyager un petit peu. En fait, moi j'ai grandi en région parisienne et il y a à peu près 2 ans, j'avais envie de changer un peu d'air, j'avais envie d'aller chercher un peu le soleil. Donc j'ai beaucoup hésité entre Marseille et Montpellier et finalement je me suis installé à Beauvais, en Picardie. Et alors pour ceux qui connaissent pas, Beauvais c'est une ville où il y a vraiment plein de belles choses à découvrir. Il y a une cathédrale qui s'appelle la cathédrale Infinie. Alors en fait c'est que la cathédrale elle est pas finie, mais ils ont appelé ça Infinie, ils auraient pu l'appeler pas finie. Et il y a aussi une usine Spontex qui elle-même abrite une usine de boyaux de saucisses, qui fait que dès qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air, ce qui arrive 28 jours par mois à Beauvais, il y a une odeur vraiment très spéciale qui se répand dans la ville, c'est très très agréable. Donc je tenais à chanter cette petite chanson qui est un hommage à la ville de Beauvais. Alors ça n'a pas forcément de rapport avec tout ce qui vient d'être dit, mais vous allez voir qu'à la fin, il n'y a rien de spécial. Elle m'avait manqué la grisaille, le soleil c'est trop déprimant. Heureusement pour nos retrouvailles, il pleuvait fort évidemment. Elle m'avait manqué cette odeur qui me fait toujours de l'effet. Comment dire ça sans le bonheur? Tout simplement ça sent Beauvais. Beauvais, ton univers impitoyable et tes paysages incroyables. Tu es la ville dont je rêvais. Beauvais, le paradis en Picardie. J'ai pleuré quand je suis parti. Je t'aime encore si tu savais. En Bretagne ils sont alcooliques.
En Provence, ils sont mal polis. En Dordogne, ils sont prétentieux. À Paris, c'est de la folie. Toi, tu n'as pas la tour Eiffel. Non, tu n'as pas de grande avenue. Ton quart d'heure de gloire, tu l'as eu quand Jackie et Michel sont venus. Merci qui? Merci Beauvais. Tes plages sans la mer, sans le sable, ta beauté indéfinissable. Tu m'as conquis et tu me plais. Beauvais, ici on n'est pas emmerdé par les touristes en plein été. On est tranquille, rien n'est complet. Ici la famille, c'est spécial. C'est fort, c'est l'amour, c'est sacré. Moi je me suis rapproché de ma sœur, à tel point qu'on vient de se marier. Beauvais, tu es si convivial que je voulais te rendre hommage. En ville, on croise tout le temps des gens parce que tout le monde est au chômage. Beauvais, ton atmosphère inoubliable et tes feux rouges interminables. On a partagé nos secrets. Beauvais, t'as complètement changé ma vie. À chaque fois que je suis parti, je savais que je reviendrais. Et ce soir, j'y retournerai. Sancho, il y a un dessin pour toi.